Alors, donc aujourd'hui, on va faire le chapitre 7, l'avant-dernier chapitre. Donc nous sommes le samedi. Le samedi 2, donc janvier 2021. Alors, chapitre 7. Le chapitre 7, c'est le courant alternatif, sinusoïdal. Alors, le chapitre 7, c'est le courant alternatif. Sinusoïdal. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un courant alternatif. Alors, un courant alternatif, c'est un courant dont la valeur varie au cours du temps, c'est-à-dire il est positif, puis négatif, puis positif, puis négatif, ainsi de suite. Moutenaoui. D'accord? Donc, c'est un courant dont les valeurs sont alternativement positives. Et négatives au cours du temps. D'accord? Donc, un courant alternatif, je peux imaginer le courant, par exemple, le signal suivant, au cours du temps. Donc, vous avez ce signal, par exemple, vous voyez, etc. Donc ici, vous avez positif, négatif, positif, négatif, positif, etc. Donc ça, c'est un courant alternatif que je vais appeler, bon, admettons, I de Q. Ça, c'est un signal, ce qu'on appelle en électronique, un signal carré ou bien sous forme de créneau. D'accord? Donc ça, c'est un courant alternatif. Vous pouvez imaginer un autre signal. Par exemple, ce qu'on appelle un signal triangulaire. Ou bien en dents de scie. Ok? Ça aussi, c'est un courant alternatif. Alors, vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous avez positif ici, négatif, positif, etc. Ça aussi, c'est un courant donc, que j'appelle triangulaire ou bien en dents de scie. D'accord? Et bien entendu, vous
vous avez le dernier cas, c'est le courant qu'on appelle sinusoïdal. Ou bien GID. Ok? Donc tout ceci, c'est un courant, c'est des courants alternatifs. Pourquoi j'ai fait cette préface, cette introduction? Pour mettre l'accent sur le fait que il ne faut pas croire que tout courant alternatif est forcément un courant sinusoïdal. La définition de alternatif, elle est nettement différente de la définition de sinusoïdal. Sinusoïdal, c'est un cas particulier de l'alternative. Ok? Alors maintenant, je vais parler un peu des régimes transitoires. Des circuits. D'accord? C'est-à-dire des régimes transitoires dans le sens, c'est-à-dire très stationnaire. C'est ce qui se produit, regardez, lorsque par exemple je veux allumer la lumière, donc vous voyez il y a un régime transitoire. Avant que le courant arrive à une valeur stable, stationnaire dans le temps, où le courant est constant. Mais avant, lorsque le courant s'établit dans un circuit, il y a toujours un régime transitoire ou bien un régime très stationnaire. Le moteur. Okay. Alors, approximation des états quasi stationnaires. Alors, lorsque les variations des courants sont lentes, c'est-à-dire la variation du courant au cours du temps, elle est lente dans le sens où la période du courant ou bien du signal électrique est inférieure au temps nécessaire pour l'établissement du champ électrique dans tout le conducteur. Donc lorsqu'elles sont négligeables pendant la durée de la propagation, bien entendu, du champ électrique à travers le circuit filiforme. Alors l'intensité du courant à un instant donné est la même à travers toutes les sections du circuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais imaginer juste un petit circuit. Donc vous avez ici par exemple un générateur, ici, là vous avez une résistance, là une deuxième résistance, là une troisième résistance, que des dipôles. Et je vais mettre par exemple, etc. Alors, dans le cas de cette approximation des états quasi-stationnaires, à un instant T donné, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le courant ici, il est égal au courant ici, il est égal au courant ici. C'est-à-dire dans chaque branche du circuit, le courant, il est le même. C'est-à-dire je ne peux pas imaginer que le courant ici est différent de celui-là, là, ou bien d'ici. La même chose. Ici, j'ai une branche, donc le courant ici, il est le même que le courant ici. Ok? Le courant là, dans cette branche, il est le même partout dans la section du fil. Ceci, lorsque la variation du courant est lente, c'est-à-dire lorsque la période du signal, elle est faible. Elle est plutôt très grande. Très grande devant le temps nécessaire à l'établissement du champ électrique dans tout le fil. Bien. Alors, dans ce cas, les lois du courant continu, donc les lois que vous avez vues en première année, au cours du deuxième semestre, c'est-à-dire, la loi des nœuds, d'accord, la loi des nœuds, ou bien la loi des mailles, qu'on appelle les lois de Kirchhoff. Alors elle reste valable. La loi des nœuds, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors il vous dit que
la somme des courants I qui entrent dans un circuit, elle est égale à 0. C'est-à-dire, si vous avez un nœud, la somme de ce qui entre, elle est égale à la somme de ce qui sort. Ou bien la somme algébrique de tout ce qui vient dans le circuit, ou dans le nœud, ou bien qui sort du nœud, elle est égale à 0. Et dans une maille, la somme de VI, elle est égale à 0. C'est ça les lois de Kirchhoff. Ce sont deux lois. Donc ces lois-là, dans ce cas particulier, elles vont rester valables dans le cas de l'électrocinétique des courants variables dans le temps. Alors, pour déterminer le courant I de T et la tension V de T dans un circuit filiforme, il faut tenir compte de certaines considérations. Alors, il faut ajouter au champ électrostatique existant, imposé par les générateurs en présence le champ électromoteur, c'est-à-dire, autrement dit, il faut ajouter aux forces électromotrices existantes les forces électromotrices d'induction. Alors, si vous avez un dipôle inductif, alors, dans une branche, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez des résistants, des générateurs de tension continue, ou bien des générateurs variables dans une branche. Il ne faut pas oublier que la bobine, elle aussi, puisque c'est un élément inductif, il va générer une force électromotrice E qui est égale à moins L d de I de T sur dt. Il faut tenir compte de cette force électromotrice. D'accord? Donc, bien entendu, il faut tenir compte des forces électromotrices des générateurs de tension continue. Il faut tenir compte des forces électromotrices variables dans le temps délivrées par les générateurs de tension variable dans le temps. Et il faut tenir compte aussi de tous les éléments inductifs dans le circuit. D'accord? Et si vous avez une capacité chargée au préalable avant d'établir le courant dans le circuit, donc il faut tenir compte de la différence de potentiel aux bornes de la capacité qui est égale à Q de la capacité divisé par C. D'accord? Donc ces deux éléments, la bobine et la capacité, donc celui-là il présente une différence de potentiel s'il est au préalable chargé avant d'établir le circuit. Et la bobine, elle est le siège d'une force électromotrice qui est proportionnelle à la variation du courant dans le temps. Donc lorsque vous établissez les équations, il faut tenir compte de tout ceci. Bien, c'est ce que j'ai voulu dire par la phrase « il faut tenir compte des charges électrostatiques emmagasinées dans les condensateurs ». Alors maintenant, on va voir la loi d'Ohm généralisée. Loi d'Ohm généralisée. Alors, la loi d'Ohm généralisée, alors dans le cas d'un circuit comprenant une bobine idéale, de coefficient d'auto-induction L, nous remplaçons la bobine par un générateur de force électromotrice epsilon L. Alors, si j'ai une bobine idéale, qu'est-ce que cela veut dire? Une bobine idéale, ça veut dire qu'elle a un coefficient d'auto-induction L et sa résistance interne R, elle est égale à 0. Alors, c'est ce qu'on appelle une bobine qui est, je vais la mettre sous une autre couleur, ça veut dire que c'est une bobine qui est inductive. Et non résistive.
محرضة وغير مقاومة. D'accord? Inductive, elle présente l'effet inductif, mais elle ne résiste pas au passage du courant. D'accord? Alors, dans ce cas, la différence de potentiel au borne de la bobine donc j'ai la bobine d'accord. Alors ici j'ai A, B, alors VA moins VB elle est égale à moins L dpi de T sur T. Donc ça c'est I de T. La force électromotrice au borne de la bobine est proportionnelle à la variation du courant dans le temps, dans la bobine. Alors, si la bobine est réelle, bobine réelle, alors si la bobine est réelle, alors à ce moment-là, elle est à la fois inductive et résistive. Alors dans ce cas, je peux la schématiser sous cette forme. Donc je vais avoir une bobine VA moins VB, elle est égale à R I de T moins L dpi de T sur T. Et dans ce cas, donc ici j'ai uniquement un coefficient d'auto-induction N. Ici j'ai un coefficient d'auto-induction N et une résistance interne qui est égale à R. D'accord? Alors, dans le cas d'un condensateur, le condensateur, c'est un élément, c'est un composant qui est uniquement capacitif. Il ne peut pas être résistif. La bobine, elle peut être résistive. Elle peut ne pas être résistive dans le cas où je la considère comme un composant idéal. Mais pour la capacité n'a pas le droit d'être résistive. Donc, capacité, elle présente uniquement l'effet capacitif. C'est-à-dire uniquement, elle emmagasine de l'électrostatique. Elle emmagasine des charges électrostatiques. Alors, si vous avez une capacité comme ça, vous avez des charges plus ici, des charges moins là. Donc, A, B. Vous avez VA moins VB qui est égal à la charge dans l'armature positive divisée par C. D'accord? Et le courant dans la capacité, I, c'est quoi? C'est la variation de la charge emmagasinée par la capacité dans le temps. Alors, I de T, il est égal à D de Q de T sur T. D'accord? Donc, j'ai présenté la bobine, j'ai présenté la capacité. La capacité, il n'y a pas lieu de la présenter parce que vous l'avez découvert l'année dernière en électrostatique. En étudiant les conducteurs en équilibre électrostatique. Ok? Donc maintenant, je vais passer aux oscillations.
D'accord? Oscillation électrique. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit. Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a, je crois, dans le chapitre 5, 6 plutôt. Je vous ai dit que dans une bobine, j'ai dit que l'énergie emmagasinée dans la bobine, que j'appelle l'énergie magnétique, elle est égale à quoi? C'est 1/2 le flux de l'induction magnétique dans la bobine fois le courant. D'accord? Or, le flux, il est proportionnel au courant. Donc, et le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient d'auto-induction. Donc, c'est égal à 1/2 LI au carré. Donc, phi de t, I de t. D'accord? Donc, c'est 1/2 phi de t, I de t, qui est égal à 1/2 L I de t au carré. Et nous avons dit que l'énergie magnétique, où est-ce qu'elle se trouve? L'énergie magnétique se trouve dans les lignes du champ P. Elle est emmagasinée dans les lignes du champ P. Et nous avons dit que cette énergie, l'énergie magnétique, d'origine, elle est d'origine cinétique. Elle est emmagasinée dans les lignes du champ P et elle est due à quoi? Elle est due à la circulation des électrons ou bien à la circulation des charges positives, c'est-à-dire qui se dirigent dans la direction de I de t. C'est pour ça qu'on l'appelle énergie cinétique. Elle est due au mouvement des électrons. Elle est d'origine cinétique, elle est due au mouvement. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie magnétique. Et j'ai dit aussi que l'énergie électrostatique dans une capacité, elle se trouve où? Dans les lignes, elle est emmagasinée dans les lignes du champ E. D'accord? Et l'énergie électrostatique, c'est 1/2 fois 1/2 la charge Q de T fois V de T. D'accord? Or, V de T est égal à quoi? C'est Q sur C. Donc c'est 1 sur C Q au carré. Donc ça c'est l'énergie électrostatique. Ça c'est l'énergie magnétique. Nous avons dit aussi que l'énergie électrostatique elle est d'origine potentielle. Elle est due à quoi? Elle est due au fait que les charges électrostatiques ici dans ce condensateur, elles sont portées à un potentiel qui n'est pas nul. D'accord? Alors si je réalise un circuit où j'ai une capacité enserrée avec une bobine, je vais avoir un système électrique ou bien un circuit électrique, ok, avec une énergie totale qui est la somme de l'énergie magnétique et de l'énergie électrostatique, ok, qui est la somme d'une énergie cinétique
et d'une énergie potentielle. Alors, à votre avis, s'il n'y a pas de perte, c'est-à-dire s'il n'y a pas de résistance, si les fils avec lesquels je vais réaliser la liaison ne sont pas résistifs ou bien leur résistance est quasi nulle, à ce moment-là, je vais avoir un système avec une énergie totale qui se conserve, c'est-à-dire qui est constante dans le temps. D'accord? C'est ce que je vais réaliser. Je réalise le montage LC. Alors, montage en série de la bobine L et de la capacité C. Je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, a priori, ici, je vais dire qu'il y a un courant I de T qui circule ici. Donc, j'ai ici des lignes du champ P. Donc, le courant qui circule comme ça. Donc, je vais avoir ici des charges positives, ici des charges négatives et un champ E ici. D'accord? Alors, l'énergie totale, et c'est une énergie électrique, elle est égale à quoi? C'est l'énergie magnétique plus l'énergie électrostatique. Et si je considère que ces fils-là ne sont pas résistifs ou bien leur résistance est quasi nulle, à ce moment-là, je vais avoir une énergie totale qui est égale à une constante par rapport au temps. C'est-à-dire elle ne va pas évoluer dans le temps. D'accord? Et cette énergie totale, elle est égale à quoi? Elle est égale à ça. C'est le 1 demi LI au carré, c'est-à-dire 1 demi LI au carré, c'est Q point de T au carré. C'est la variation de la charge emmagasinée dans la capacité au cours du temps. Plus 1 demi 1 sur C Q de T au carré. C'est ça l'énergie totale. D'accord? Regardez, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Un demi L I au carré, c'est-à-dire Q point de T au carré, plus 1 demi 1 sur C Q au carré. C'est ça l'énergie du montage LC en série. Alors, et j'ai dit que ça, c'est égal à une constante. Donc, si je le dérive au cours du temps, normalement, qu'est-ce que je dois trouver? 0. C'est ce que je vais faire. Donc, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, c'est 1 demi L2 Q2 point de T. Q point de T. C'est bien ça? Plus 1 demi 1 sur C 2 fois Q point de T, Q de T. Il est égal à quoi?